Bonjour, ravi de tous vous accueillir pour ce webinaire. Et oui, dans les conditions du Covid, on est obligé de s'adapter et donc on est obligé de vous recevoir en webinaire sur un sujet qui, je pense, est très intéressant aujourd'hui, qui est une réflexion sur l'oncogériatrie dans le cadre des séries de Brio et notamment Regard croisé. Alors, tout de suite vous dire que bon, je suis le directeur du CIRIC Brio de Bordeaux. Les CIRIC sont des structures qui ont été créées par l'Institut du cancer et financées par l'Institut du cancer, l'INSERM et la Direction générale de l'organisation des soins, donc le ministère, et qui ont pour objet de développer des thèmes de recherche spécifiques à orientation patient, en tout cas avoir de la recherche avec un objectif transstationnel qui un jour pourra bénéficier pour les patients. Donc ces Bright Series sont en fait plusieurs types d'événements que nous avons organisés pour remplacer notre journée scientifique annuelle, qui est organisée habituellement sur 2 jours en mars, avec 3 types d'événements. Les regards croisés, c'est la session d'aujourd'hui, histoire de patients et tech pour onco. Je vais vous présenter rapidement le descriptif de ces différents événements. Ils sont organisés de juin à novembre, avec le soutien institutionnel de plusieurs laboratoires pharmaceutiques qui pourront être suivis à distance, bien sûr, en direct, ce qui vous permettra de poser des questions. Et donc, vous aurez la rubrique Q et R en bas de votre écran qui vous permettra de poser des questions auxquelles on essaiera de répondre dans la limite du temps. Et puis, vous pourrez les revoir en replay sur le site du CIRIC Brio. Alors, regard croisé, c'est la session d'aujourd'hui. Vous avez les dates des prochaines sessions. C'est des échanges de points de vue d'expertise entre un chercheur et un clinicien. Aujourd'hui, Victor Appé, qui est donc immunologiste, et Guilhem Roubaud, qui est urologue, qui est oncologue médical à orientation urologique. Il y aura 5 webinaires successifs. Il y a déjà eu le 29 juin avec le soutien d'AstraZeneca, cancer du poumon en situation adjuvante. Aujourd'hui, oncogériatrie immunité. Puis il y aura cancer du rein métastatique, cancer du poumon métastatique et cancer gynécologique avec respectivement MSD, Amgen et GSK. Le deuxième type d'événement qui se déroulera fin septembre, début octobre, c'est Histoire de patients. Et donc, vous aurez une réelle série en 3 épisodes, diagnostic, traitement, comprendre pour mieux traiter, avec des patients qui nous aideront, associés à des cliniciens, des chercheurs, pour discuter de la prise en charge de différents types de tumeurs. Et nous avons choisi cette année de vous parler de glioblastome, de cancer du côlon et de cancer du rein. Et dernier type d'événement, ce sera ce qu'on a appelé Tech pour Onco. Ils seront plus tard, en novembre. Et là, nous avons demandé à des industriels, plutôt du côté technologique, de nous présenter leur technologie. Et on fera parler également des académiques qui discutent qui travaillent avec ces technologies, avec 3 thèmes: single cell, métabolisme des tumeurs et organotype. Alors aujourd'hui, système immunitaire du patient âgé et son implication dans la prise en charge du cancer. C'est un vrai sujet important. Je vais vous donner quelques éléments d'introduction. Bon, voilà mes conflits d'intérêts. Tout d'abord, on est face à une situation qui est valable dans le monde entier, qui est celui du vieillissement de la population. Comme vous le voyez là, vous avez en plein la pyramide des âges en 2013 et avec un pourtour orangé en 2050. Et vous voyez que l'évolution, c'est celle d'une nette augmentation des patients de plus de 65 ans en 2050. Et ça, c'est pas une tendance, là c'est la Nouvelle-Aquitaine, mais c'est une tendance qui est vraie dans l'ensemble du monde. Vous voyez où se place la France. Il y a beaucoup de pays qui ont des progressions de leur population âgée beaucoup plus importantes. Et vous remarquerez sur la partie de droite que ce sont surtout les plus âgés qui vont augmenter proportionnellement, notamment les centenaires. Alors les patients âgés, ils sont souvent avec d'autres maladies. En l'occurrence, nous, on parle du cancer, mais il y a beaucoup d'autres maladies. Et sur cette diapositive, vous voyez l'accumulation des comorbidités avec l'âge, si bien que c'est rare de voir un patient de plus de 85 ans sans au moins une maladie. Et ça amène à une présentation des patients âgés qui est finalement assez hétérogène parce qu'il y a des tas de combinaisons qui sont possibles.
Et globalement, c'est la réflexion onco-gériatrique, je dirais la réflexion gériatrique à l'origine, qui est d'essayer d'identifier parmi ces patients ceux qui sont les plus fragiles, auxquels il faut faire attention. Alors, cliniquement, c'est assez facile de faire la différence entre un patient qui est indépendant, qui marche facilement, et un patient qui est dépendant, qui va avoir du mal à marcher ou qui, a fortiori, se déplace en chaise roulante. Ça, on n'a pas trop de soucis pour le voir. La difficulté, c'est parmi ces patients indépendants, il y a une population qu'on pourrait appeler vulnérable, et ce sont des patients qui ont l'air bien, qui à l'équilibre n'ont pas de soucis, mais une fois qu'ils sont soumis à un stress, en l'occurrence à une maladie, que ce soit le cancer ou d'autres maladies, a fortiori quand il y en a plusieurs, qui vont avoir une dégradation de leur autonomie, dégradation qui peut être renforcée par le traitement qu'on propose et qui risque de ne pas récupérer totalement si on y prend garde. Donc, tout l'art de l'oncogériatrie, c'est d'identifier ces patients vulnérables pour être capable d'intervenir. Alors, on a des outils cliniques avec, là, c'est le score G8 qui est un score de dépistage très simple qu'on réalise en moins de 5 minutes, qui permet d'identifier les patients à risque d'être vulnérables ou fragiles. Et puis, on a un certain nombre d'outils, c'est ce qu'on appelle l'évaluation gériatrique approfondie. Alors là, il y a beaucoup d'outils, donc je ne vais pas vous les décrire dans le détail, mais sachez qu'ils sont nombreux, qu'ils existent et qu'ils sont très bien maîtrisés par les gériatres pour étudier la nutrition, l'indépendance, la mobilité, l'humeur, les comorbidités, le nombre de médicaments, les situations sociales, etc., etc. Et cela nous permet d'aller un peu plus dans le détail. Nous avons travaillé sur un score raccourci qui se fait en moins de 15 minutes, qui s'appelle le G-code, qui a une valeur clinique assez démontrée, mais qu'il faut qu'on valide dans le contexte de l'oncologie, ce qui fait partie des travaux que nous allons faire dans les prochaines années. Alors, le choix à terme, il est assez simple. Un patient âgé, on va dire plus de 70 ou 75 ans, on lui propose un test G8 pour repérer les patients vulnérables, et si ce test est anormal, on fait une évaluation gériatrique et peut-être plus tard, j'espère, un G-code. Et ceux qui sont identifiés comme vulnérables ou fragiles, il faudra qu'ils aient une prise en charge conjointe entre l'oncologue et le gériatre. Alors, c'est bien, mais je pense que si on veut aller plus loin, il faut qu'on comprenne les anomalies biologiques qui sont accumulées dans les tissus et dans le micro-environnement peuvent probablement impacter l'oncogénèse, et le comprendre est une chose assez fondamentale. Donc, c'est dans une cellule normale âgée, il y a des anomalies biologiques qui surviennent. Ça peut être des anomalies au niveau de l'ADN, mais ça peut être des anomalies fonctionnelles aussi. On en connaît déjà un certain nombre. Donc, en toute logique, la cellule âgée qui va développer un cancer, elle va partir de cette base-là. Et donc, ces anomalies peuvent être éventuellement des facteurs d'aggravation du cancer ou de modification de sa présentation. Donc, il est important qu'on le comprenne, ce d'autant plus que les anomalies qu'on acquiert avec le vieillissement sont dans les mêmes voies de signalisation, dans les mêmes domaines biologiques que les anomalies du vieillissement. Vous avez quelques exemples qui sont cités là, l'infiltration des tissus par des cellules sénescentes, qui sont des cellules qui sont plus actives, mais Victor vous en parlera, l'altération de certaines voies de signalisation, l'immunosénescence, là on en parlera beaucoup, ou les altérations du métabolisme. Et tout ça, si on l'identifie bien, va être différent chez les sujets jeunes et pourrait avoir des conséquences sur les choix de nos traitements. Et puis les stratégies ont évolué, au-delà des traitements locaux régionaux, de la chimiothérapie qui était nos traitements classiques. Maintenant, il y a de nouveaux traitements qui ciblent les voies de l'oncogénèse, qu'on appelle les thérapies ciblées, qui visent à rétablir les fonctions du système immunitaire. On va en parler plus largement. Mais par contre, ils ont de nouvelles toxicités. Et chez les sujets âgés, les toxicités parfois limitées peuvent avoir des conséquences importantes. Donc la question, c'est quel est l'équilibre dans le choix des traitements chez les sujets âgés. Pour bien comprendre, mais on va avoir besoin des biologistes. Et on va avoir besoin de développer des échanges entre les biologistes et les oncologues pour essayer d'identifier de meilleures solutions. Donc, on va essayer d'approcher ces choses-là aujourd'hui dans le cadre de cette discussion. Et donc, nous aurons successivement Victor Appé, qui est directeur de recherche INSERM dans une unité de recherche en immunologie, CNRS Immunoconcept, qui va nous parler assez largement de ce système immunitaire chez les patients âgés, et Guilhem Roubaud, qui est oncologue médical plus spécialement orienté
en urologie et qui a une sensibilité particulière pour la prise en charge des patients âgés, également par sa pratique quotidienne. Donc, je passe tout de suite la parole à Victor. Bien, merci Pierre pour cette introduction et c'est un plaisir pour moi en fait de participer à cette session de regard croisé du Cyril Briot et de pouvoir vous parler des altérations du système immunitaire chez la personne âgée et des conséquences potentielles que ces altérations pourraient avoir sur l'immunothérapie dans le cadre des cancers. Mais il y a un intérêt. Alors voilà, bon, je pense qu'il est relativement bien établi aujourd'hui que en fait, c'est la combinaison de différents facteurs, qui soient intrinsèques, environnementaux ou dus au style de vie, qui va conduire avec le temps à un déséquilibre entre la résilience et la vulnérabilité chez la personne âgée pour différentes pathologies. Et parmi ces pathologies, bien sûr, on retrouve le cancer, qui est de plus en plus considéré comme une maladie de la personne âgée. Vous avez juste à droite, là, l'augmentation de la prévalence des cancers en fonction de l'âge, chez l'homme et les femmes, tout cancer confondu. On voit que ça, bien sûr, ça augmente beaucoup à partir de 50, 60, 70 ans. Dans le cadre du cancer, on peut imaginer qu'au cours de la vie, il y a une accumulation de différents dommages de l'ADN associés avec des altérations des mécanismes de réparation de l'ADN. Donc, tout ceci va faire que voilà, on va avoir des cellules normales qui vont se transformer en cellules tumorales. Mais on sait aussi que bien que les mécanismes ne soient pas encore très bien connus, que ces différents facteurs, donc à gauche, vont pouvoir conduire à une augmentation de l'inflammation chronique, à un vieillissement du système immunitaire, et que ceci, en effet, peut participer à cette prévalence accrue de différentes comorbidités chez la personne âgée. En particulier, dans le cadre du cancer, on peut vraiment se demander si le déclin de l'immunosurveillance antitumorale, donc associé au vieillissement immunitaire, a un rôle en effet dans cette augmentation de la prévalence des cancers chez les personnes âgées. Alors qu'est-ce que l'immunosurveillance anti-cancer, antitumorale? Donc voilà, en effet, lorsque une cellule ou un tissu normal va se transformer en tissu, en cellule cancéreuse, donc cette cellule va commencer à exprimer, en plus de proliférer de manière contrôlée, va commencer en fait à exprimer des antigènes tumoraux qui sont spécifiques de la tumeur, et va aussi exprimer donc des signaux de danger qui sont soit solubles, soit directement exprimés à la surface des cellules. Et en fait, ce différent environnement va conduire à la mise en place d'une réponse immunitaire qui va inclure différentes sous-populations de cellules, des cellules effectrices qui ciblent directement les cellules tumorales, des cellules suppressives qui sont généralement appelées par les cellules tumorales, l'environnement tumoral pour diminuer l'efficacité des lymphocytes effecteurs. Et on a aussi des cellules pro-inflammatoires qui peuvent avoir différents rôles dans ce contexte. Et une fois donc que la réponse immunitaire se met en place, en fait, on a trois situations. La situation où la réponse immunitaire contrôle et se débarrasse des cellules cancéreuses. Donc ça, c'est la réussite de l'immunosurveillance qu'on pense en fait qui se produit tout au long de la vie sans vraiment qu'on s'en rende compte. Donc la deuxième situation, c'est une situation d'équilibre. En fait, le système immunitaire ou la réponse immunitaire arrive à contrôler on va dire, la prolifération, l'expansion des cellules tumorales, mais n'arrive pas vraiment à se débarrasser des cellules. Donc, on a une forme d'équilibre, c'est ça. Et la troisième situation, c'est la situation d'échappement des tumeurs, c'est-à-dire que la réponse immunitaire n'est plus capable de contrôler l'expansion des cellules tumorales. C'est ce qu'on appelle un peu l'échappement des cellules tumorales. Et l'immunosurveillance ici n'est plus efficace du tout. Et parmi donc, les cellules effectrices, donc antitumorales, un rôle majeur est généralement attribué aux lymphocytes T CD8. Donc, ils sont des cellules qui peuvent directement donc, aller reconnaître de manière spécifique les antigènes de tumeur, donc aller reconnaître les cellules tumorales. Et les lymphocytes T CD8 présentent des fonctions effectrices, telles que la capacité de sécréter des cytokines qui peuvent arrêter donc, la prolifération des cellules tumorales. Et ces cellules produisent aussi ce qu'on appelle des cytotoxines, telles que les perforines et granzymes, qui sont des molécules qui permettent d'aller tuer directement les cellules tumorales. Donc, bon, ces fonctions des cellules CD8 en font des cibles très importantes, des vaccins et des immunothérapies anti-cancer. Et de manière générale, voilà, que ce soit dans le cadre de l'immunosurveillance ou des immunothérapies, il est clair que l'induction de réponse T CD8
contre la tumeur est clé pour cette efficacité antitumorale. Et malgré tout, avec l'âge, donc on sait qu'il y a des altérations du système immunitaire, eh bien, on peut penser que ceux-ci vont avoir un impact négatif sur l'efficacité des lymphocytes CD8 dans ce processus. Alors ici, c'est juste un petit schéma qui reprend très, très simplement, très brièvement, finalement, la mise en place d'une réponse immunitaire CD8 contre une tumeur. Alors, ça commence toujours par l'étape, on va dire, de priming, lorsqu'une cellule présentatrice d'antigènes va aller activer des cellules naïves qui sont capables de reconnaître ces antigènes tumoraux. Donc, c'est l'étape première. Puis, on a une deuxième étape où les cellules naïves activées vont s'expandre, vont se différencier en cellules effectrices, donc c'est important. Et cette troisième étape, la fin de la réponse, c'est lorsque la cellule effectrice va aller tuer sa cible, la cellule tumorale. Et de manière, encore une fois, assez simplifiée, en fait, on peut dire que les immunothérapies antitumorales vont un petit peu essayer de reprendre ces trois différentes étapes de l'induction d'une réponse immunitaire. Par exemple, on a l'immunothérapie à base de vaccins, où on essaie ici d'induire des réponses T lymphocytaires spécifiques de tumeurs, donc directement au niveau des cellules naïves. On a la deuxième approche de transfert adoptif de cellules ou de lymphocytes T spécifiques de tumeurs qu'on va en fait expandre in vitro pour pouvoir réinjecter chez le patient. Et là, on vise en fait l'expansion des cellules effectrices. Et puis, on a la troisième approche qui utilise des anticorps bloquants d'immune checkpoint, ici pour en fait pouvoir booster les capacités fonctionnelles des lymphocytes T effecteurs, qui sont généralement, ces fonctions sont généralement un peu inhibées par les cellules tumorales. Et on connaît très bien sûr les approches anti-PD1 ou anti-CTLA4. Voilà. Et alors, dans le cadre du vieillissement, on connaît qu'il y a des changements, des altérations du système immunitaire assez importantes. Et ici, à droite, vous pouvez voir ce qu'on connaît sur les changements au niveau du compartiment des lymphocytes T, donc lymphocytes T CD8. Donc, en haut, on voit qu'en fait, la source même des cellules pour produire les lymphocytes T, donc qui sont les progéniteurs ou les cellules souches hématopoïétiques, est altérée, aussi bien de manière quantitative que qualitative, que le thymus, qui est un organe clé dans la fabrication, dans la production des lymphocytes T, est perdu petit à petit, c'est-à-dire qu'il involue, il disparaît avec les années, si bien qu'en fait la production de lymphocytes T naïfs est très réduite, voire quasiment nulle chez une personne âgée de 70 ou 80 ans. Et en fait, ce qu'on retrouve, c'est que le pool de cellules naïves est fortement réduit chez ces personnes âgées, puisque il n'est plus produit, mais en fait, au cours de la vie, ce pool a été utilisé, les cellules ont été activées dans différents types de défis, par des différents pathogènes, voire des tumeurs, et ce qui est bien qu'en fait, on retrouve généralement, au niveau des lymphocytes, une accumulation de cellules effectrices mémoire fortement différenciées. Donc maintenant, ce que je vais essayer de vous reprendre relativement simplement, c'est quelles pourraient être les conséquences de ces altérations sur chacune des types d'immunothérapie qu'on a vu. D'abord, commençons donc par le vaccin. Donc, comme j'ai dit, le vaccin qui essaie d'induire des réponses TCD8 à partir des cellules naïves, donc des cellules pour produire des cellules effectrices mémoire de différentes fonctionnalités qui soient efficaces. Et donc, vu l'importance clé des cellules naïves, il est important dans ce cadre-là du vieillissement de mieux étudier les cellules naïves chez la personne âgée. Et en fait, donc, comme je vous l'ai dit, ici en chiffres, on voit qu'avec le temps, avec l'âge avancé, en effet, le compartiment de lymphocytes T CD8 naïfs tend à disparaître en nombre. On a aussi des changements qualitatifs, c'est-à-dire que là, vous pouvez voir, donc chaque point est un donneur d'âge différent, donc à gauche jeune, âge moyen et âge avancé, plus de 75 ans. Vous pouvez voir au niveau des cellules naïves que la longueur des télomères diminue dans ces cellules. C'est-à-dire que ces cellules, même si elles sont naïves, ont une tendance à vieillir, il semblerait, donc avec le temps. Et clairement, une cellule naïve d'une personne âgée n'est pas la même qu'une cellule naïve d'une personne jeune. Il n'aura certainement pas la même capacité à induire une réponse immunitaire. Et d'ailleurs, si vous prenez ces cellules, ou si vous étudiez ces cellules naïves de personnes âgées, on voit qu'en fait, ces cellules, une fois activées, prolifèrent moins bien, en haut là, et en bas. En plus, ces cellules ont une tendance en fait à être plus susceptibles à la mort cellulaire une fois activée.
Donc clairement des défauts, encore une fois, quantitatifs et qualitatifs des cellules naïves chez la personne âgée. Et ceci peut se traduire par des défauts d'induction de réponse immunitaire qu'on va pouvoir ici, on va dire, analyser à l'aide d'approches in vitro. En fait, on part de cellules donc sanguines, PBMC de donneurs de différents âges, et on va en fait induire in vitro une réponse immunitaire ici spécifique d'un antigène modèle, ici un antigène tumoral, donc du mélanome. Donc en fait, au labo, donc en quelques jours, on peut après aller étudier l'expansion des cellules spécifiques ici du mélanome et en étudier les capacités fonctionnelles. Et ce qu'on voit ici, encore une fois, en regardant différents donneurs d'âge moyen ou âgé, plus de 75 ans, on voit qu'en effet, la personne âgée a une moins bonne capacité à induire un grand nombre de ces cellules effectrices mémoire spécifiques donc de mélanète, du mélanome. Et qu'en plus de ces défauts quantitatifs, on voit aussi que dans les cellules qui sont induites, chez les personnes âgées, on a une diminution, une réduction de la production par ces cellules induites des cytotoxines, grandes B, perforine, ainsi qu'une diminution d'un facteur TIBET, ici qui est un facteur de transcription qui est très important pour les capacités effectrices des cellules. Donc, de manière générale, voilà, ceci traduit clairement une diminution de l'efficacité de l'immunosurveillance antitumorale chez la personne âgée. En fait, en termes de vaccins, il est clair que cette induction, ce priming de cellules naïves vers des cellules effectrices mémoire est au cœur donc, de ce processus, mais que même, en fait, on s'aperçoit que plus en amont, donc au niveau des cellules présentatrices d'antigènes, eh bien, ces cellules présentatrices d'antigènes, chez les personnes âgées, ont une moins bonne capacité à recevoir des signaux de danger, une moins bonne capacité aussi à aller présenter les antigènes aux cellules naïves. De manière générale, il est clair que l'induction de nouvelles réponses TCD8 par des vaccins va être affectée avec l'âge âgé. Alors si, bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir essayer d'améliorer l'induction de ces réponses vaccinales, alors souvent donc, à l'aide d'adjuvants. Ici, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, en utilisant un adjuvant donc, expérimental, ici un ligand de TLR8. Ici, vous avez les données d'expansion des réponses donc, TCD8 spécifique de mélanome in vitro, encore une fois. Hein, et vous pouvez voir sur la droite l'utilisation de TLR8. On n'a pas forcément d'augmentation en termes d'expansion. Par contre, la bonne surprise, c'est qu'on voit des améliorations en termes de fonctionnalité des cellules avec une amélioration de l'expression de TBET, de granzyme, de perforine dans ces cellules primées, ce qui nous manquait chez les personnes âgées. Donc là, on peut se dire très bien, on a sans doute potentiellement un adjuvant intéressant chez la personne, enfin à utiliser chez la personne âgée. Et si en fait on fait le même type d'essai, encore une fois in vitro, en utilisant des échantillons donc de personnes âgées, plus de 63 ans, on voit qu'en fait notre adjuvant potentiel ici, le TLR8, n'aide pas, absolument pas en termes d'expansion et enfin, surtout de manière très décevante, il n'aide pas, absolument pas en termes d'augmentation de la fonctionnalité ou très peu, alors qu'il marchait bien alors, après, a priori chez la personne plus jeune. Alors, ici, c'est juste pour vous donner un exemple, ce n'est pas un exemple positif, c'est un exemple un peu négatif, mais qui montre clairement qu'on a des capacités de pouvoir induire des meilleurs lymphocytes T, mais que voilà, ils vont pas ce qui marche chez la personne jeune ne va pas forcément marcher chez la personne âgée et qu'il est clairement important de développer des approches, on va dire, spécifiques de la personne âgée pour essayer d'améliorer ses réponses vaccinales. Et de nos jours, voilà, en laboratoire, on a des adjuvants, des combinaisons d'adjuvants qui semblent être intéressantes. Alors, vous passez à la deuxième type d'immunothérapie. Alors ici, donc, le transfert adoptif de cellules. Donc, il va inclure donc, les CAR-T, les TCR-T ou les lymphocytes CD8 qu'on va purifier, expandre directement de tumeurs de patients. Alors, il faut que ce sont des approches qui utilisent directement donc, les cellules de patients donc qu'on va purifier, qu'on va potentiellement modifier afin qu'elles expriment le récepteur d'intérêt antitumoral pour pouvoir donc, les expandre et les réinfuser chez les patients. Bien sûr, donc, ceci est déjà d'intérêt dans différents cancers, liquides ou solides. Mais en fait, encore une fois, dans ce contexte, il peut y avoir des défis, on va dire, fonctionnels au niveau de l'induction, enfin de l'expansion de ces cellules antitumorales en relation avec des problèmes de sénescence ou d'épuisement. En fait, ici, dans ce petit schéma, en haut, on revoit finalement l'induction, la différenciation des cellules T, CD8 naïfs
vers des cellules effectrices, enfin mémoire effectrice plus ou moins différenciées. Et en fait, en fonction du stade de différenciation, on a des capacités fonctionnelles prolifératives qui sont différentes. Mais il a été démontré il y a quelques années que, en fait, en fonction du stade de différenciation, il y avait aussi une efficacité antitumorale différente testée dans des modèles de transfert adoptif anticancéreux. Et en fait, c'était généralement donc, les cellules qui étaient les moins différenciées qui étaient les plus aptes à contrôler un cancer dans ces modèles. Et comme je vous l'ai dit un petit peu avant, c'est que en fait, avec l'âge, chez le patient, on a une accumulation de cellules, généralement qui sont très différenciées et voilà, qui s'accumulent. Si bien que si on part de ces cellules, on risque d'avoir quelques problèmes potentiels en termes d'approche en transfert adoptif. Voilà, encore une fois, c'est à étudier, mais c'est possible. Là, donc juste une dia à présent juste sur la dernière approche, donc l'utilisation d'anticorps pour bloquer les immune checkpoints, donc pour pouvoir, on va dire, libérer les fonctions effectrices de la lymphocyte CD8 et conduire à l'élimitation des tumeurs. Dans ce contexte, en fait, eh bien, de manière générale, on sait que l'efficacité, a priori, de ces approches va être dépendante un peu de l'environnement tumoral. C'est-à-dire, on parle souvent de tumeurs froides ou chaudes. Et en fait, une tumeur chaude, c'est une tumeur où il y a un contexte immunologique, il va y avoir des cellules effectrices. Alors, celles-ci vont être peut-être inhibées par les cellules tumorales, mais voilà, il y a un contexte chaud. Et en fait, dans ces cadres-là, l'immunothérapie pourra marcher. Et en fait, ici, il n'y a pas forcément de preuves ou d'idées qui vont conduire à nous dire que l'âge aura un impact sur entre guillemets, la chaleur des tumeurs. Donc là, a priori, on pourrait imaginer qu'il n'y a pas forcément d'impact de l'âge. Juste pour résumer très brièvement, donc, dans le cadre des vaccins, on pourrait imaginer en effet qu'il va y avoir un effet potentiel de l'âge, un effet négatif sur l'efficacité des vaccins antitumorales. Et donc, il faut peut-être certainement penser à différents adjuvants. Dans le cadre d'approche transfert adoptif de cellules, eh bien, il pourrait y avoir un effet potentiellement négatif et avec sans doute le besoin de rajeunir un peu les cellules qu'on va retransférer chez le patient ou sélectionner vraiment les bonnes qu'on va expandre. Et dans le troisième cas, dans l'utilisation d'immune checkpoint blocker, a priori, voilà, comme ça, s'il y a des cellules préexistantes qui sont spécifiques de tumeurs, voilà, indépendamment de l'âge, on ne devrait pas avoir d'effet néfaste au niveau de l'efficacité de ces approches. Voilà, j'en ai fini. Je laisse. Très bien, merci. Bon, on passe tout de suite à la présentation de l'oncologue, alors, et on fera les questions à la fin. Donc, bonsoir, merci de pouvoir me donner l'opportunité de discuter de cette approche plutôt clinique cette fois-ci sur les spécificités des personnes âgées et en termes de système immunitaire et d'immunothérapie. Alors c'est bien parce que je vais pouvoir m'appuyer sur cet excellent exposé d'avant pour rebondir sur des concepts que je reprendrai plus rapidement par la suite. Alors, voilà. Donc, je pense qu'on va évidemment parler d'abord d'immunothérapie active, donc ce qui est en fait ce que l'on fait couramment avec notamment les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire en oncologie médicale, se poser la question de savoir si ces inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, c'est-à-dire les anti-PD1, PDL1, les anti-CTLA4, ont une même efficacité et une même toxicité par rapport au sujet jeune. Est-ce qu'on a des éléments dans la littérature? Quelle est la place du microbiome que l'on peut éventuellement situer par rapport à l'immunosénescence et par rapport aux thérapeutiques actives et notamment aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaire? On parlera brièvement des CAR-T-cells, mais vous verrez que les sujets âgés ont leur droit aussi sur les CAR-T-cells, possiblement. Je sors de mon domaine de compétences, mais j'essaierai quand même d'en parler. Et puis les autres approches un peu plus holistiques, mais évidemment extrêmement importantes chez la personne âgée, sur le plan diététique et sur l'activité physique, quels sont les effets sur le système immunitaire. Alors, première diapositive pour vous dire finalement que ça marche, l'immunothérapie chez la personne âgée. Cette personne avait une tumeur urothéliale des voies excrétrices supérieures, qui est plutôt un type de cancer urothélial, donc apparenté VESI agressif, qui a fait une récidive vésicale, alors plutôt assez longtemps après la prise en charge chirurgicale initiale, mais malgré une chimiothérapie
qu'il avait pu encaisser, malgré une radiochimiothérapie concomitante de clôture, eh bien, le patient a réévolué, vous le voyez sur le premier TEP scan, avec une hyperfixation nette qui englobait complètement les axes vasculaires et qui était totalement inextirpable. Le patient n'était pas éligible à un contrôle local autre, puisqu'on avait en plus fait la radiothérapie, donc on était en territoire irradié. Donc là, je n'étais pas très bien à l'aise. Et je lui ai proposé de rentrer dans un essai de phase 3 d'immunothérapie, puisqu'on n'avait pas encore l'indication remboursée à ce moment-là en France. Et le patient était en réponse complète, et il est toujours en réponse complète sur cette lésion qui était absolument très symptomatique, avec hématurie, avec également des douleurs. Et donc là, il est bien, il est strictement asymptomatique, il a simplement un petit prurite en termes de toxicité, mais sinon un maintien de réponse à plus de 3 ans de l'immunothérapie. Donc ça marche, et donc il faut évidemment penser à ces traitements pour nos patients âgés. Évidemment, l'essentiel de notre préoccupation clinique, elle tourne autour des inhibiteurs de point de contrôle immunitaire, donc, qui était le cas de notre patient présenté précédemment. Donc, revenir rapidement sur ce concept d'immunosurveillance qui fait qu'il va y avoir un échappement au système immunitaire, notamment par l'expression par la tumeur ou l'environnement tumoral, à gauche les cellules présentatrices d'antigènes, les cellules dendritiques, qui va fixer le B7 sur le CTLA4 et donc va aboutir à une énergie en fait, sur la réponse lymphocytaire T, cytotoxique. Et donc, le lymphocyte T ne peut pas avoir l'activité antitumorale. De même, la fixation entre PD-1 et PD-L1, donc le ligand, la partie ligand est plutôt donc, exprimée par les cellules tumorales. Et bien, si le ligand se fixe sur le récepteur de la cellule T, bien là, pareil, on a une énergie qui fait que la cellule T va même se mettre en apoptose, puisque PD, ça veut dire programme DES, donc un programme de mort cellulaire. Donc, dans les deux cas, on aboutit à l'inefficacité de la réponse immunitaire, et donc il faut inhiber le système immunitaire pour réactiver la réponse immunitaire par des anti-CTLA4 côté CTLA4 et par des anti-PD-1 ou PD-L1 pour le versant PD-1, PD-L1. Alors, est-ce que cette immunothérapie est aussi efficace chez les personnes âgées que chez les personnes jeunes? On a quelques méta-analyses pour nous aider. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, sur ces différentes études, qui ont évidemment des biais parce qu'elles sont faites sur des données publiées, pas sur des données en fait individuelles, qu'elles ont une hétérogénéité qui est parfois importante dans les études, et certaines études reprenaient des études rétrospectives, mais globalement, eh bien, on a un hazard ratio qui est sur la survie conservé en termes de bénéfices donc de l'immunothérapie en termes de survie globale chez les patients âgés. Mais peut-être qu'il y a une attrition de ce hazard ratio sur la survie chez les patients qui sont très âgés et chez les patients qui sont lourdement pré-traités. En revanche, chez les patients en première ligne d'immunothérapie, on a vraiment une efficacité qui semble être maintenue, et on voit que dans les deux autres méta-analyses, en point 2 et point 3, on a vraiment des hazard ratios qui sont tout à fait comparables entre les sujets âgés et les sujets jeunes. Si on va plus précisément chez les patients qui ont des cancers du poumon non à petites cellules, qui est évidemment un grand modèle tumoral de développement de ces immunothérapies, à gauche de cette diapositive, vous retrouvez finalement sur la partie orange l'efficacité en termes de réponse objective des immunothérapies. Vous voyez que les personnes âgées n'ont pas à rougir ou à orangir, on pourrait dire dans cette diapo, puisque même quand qu'ils ont des tumeurs qui expriment fortement le PD-L1, eh bien, elles vont souvent avoir des réponses objectives qui peuvent être plus intéressantes même que chez les sujets jeunes. Et à droite, en termes de survie globale, eh bien, on a des hazard ratios qui sont équivalents à ce que l'on retrouve en fait par rapport au sujet jeune. Donc, avec un focus sur les cancers du poumon non à petites cellules, on peut voir réellement qu'on a un maintien d'efficacité, voire chez les patients plus sélectionnés, une meilleure efficacité en termes de réponse objective. Encore une fois, ces études suggèrent, elles n'ont pas été calibrées pour le démontrer à un plus haut niveau de preuve, mais ce sont des beaux signaux d'efficacité. Il n'y a pas de données spécifiques de facteurs prédictifs chez la personne âgée. On sait que la charge mutationnelle, l'expression de PD-L1 en fonction des modèles tumoraux, pas dans tous les modèles tumoraux, l'instabilité microsatellitaire, la déficience en mismatch repair, qui est un des voies en fait, de réparation de l'ADN, et même les structures lymphoïdes tertiaires, qui sont des dadas locaux aussi de recherche,
c'est-à-dire la coexistence de structures lymphocytaires B et T au sein du stroma péritumoral, peuvent être des facteurs prédictifs de réponse aux immunothérapies, mais on n'a pas démontré que cela. Il y avait des différences spécifiques chez les personnes âgées, et même tout confondu, on a du mal, en tout cas entre poumons, reins et vessie, une publication récente bioinformatique, de dégager un pattern de facteurs prédictifs de réponse aux immunothérapies. En termes de voies de signalisation, les anomalies du cycle cellulaire et de réparation de l'ADN semblent être quand même quelque chose qui s'aligne sur des réponses aux immunothérapies, que ce soit en tout cas en termes de poumons, reins et vessie. La vessie étant probablement plus proche du poumon que du rein en termes de facteurs prédictifs de réponse aux immunothérapies. Mais là encore, rien ne se dégage spécifiquement aux personnes âgées. En revanche, et Victor l'a très bien dit tout à l'heure, il a développé, on a vraiment un certain nombre d'anomalies spécifiques qui sont liées à l'immunosénescence et qui peuvent éventuellement être des pistes qui pourraient montrer qu'on pourrait augmenter une efficacité des immunothérapies chez les personnes âgées en agissant probablement sur des cellules dendritiques qui sont moins efficaces, donc cellules présentatrices d'antigènes, peut-être sur les anticorps anti-CTLA4, donc cette voie-là qui est utilisée par les anticorps anti-CTLA4, mais également les lymphocytes cytotoxiques, que ce soit les helpers, les CD4 ou les CD8, eh bien, on sait qu'il y a une diminution de la diversité du répertoire, que ces lymphocytes sont souvent même, on dit exhausted, c'est-à-dire que dans l'immunaging, l'inflammation aging, eh bien, ils vont avoir un répertoire plus réduit et être moins actifs et aller plus rapidement vers l'apoptose. Il y a plus de cellules régulatrices, les lymphocytes gamma-delta notamment, plus de cellules en fait souches myéloïdes qui vont aussi être un peu régulatrices, et les macrophages, les M1 sont plutôt répressifs, en revanche les M2 sont plutôt tolérogènes, et là il y a des données un peu controversées, mais dans l'immunosénescence on a quand même pas mal de modifications au niveau des macrophages, on reviendra dessus. Si on fait un focus sur justement les lymphocytes cytotoxiques, eh bien, on peut voir par exemple sur cette belle publication récente que lorsque en fait, vous exposez des souris jeunes versus des souris âgées, donc 3-4 mois versus 15-16 mois, à une immunothérapie, puisqu'en fait là, elles sont KO pour PD-1, donc ça reproduit en fait un effet d'immunothérapie, eh bien, vous voyez sur le diagramme de gauche que celles qui sont âgées vont avoir une progression tumorale plus rapide alors qu'elles sont dans une équivalente d'immunothérapie et qu'elles vont vivre moins longtemps. Et une des explications retrouvées, c'est que parmi ces CD8, il se dégage des sous-populations, les CD44 low, CD62, qui sont des précurseurs et qui sont en fait moins importantes en termes quantitatifs également, donc chez ces souris âgées, et qu'on pourrait restaurer une forte stimulation, par une forte stimulation du TCR, on pourrait restaurer en fait une réponse aux immunothérapies, et c'est ce qui est montré dans une deuxième partie du papier. Donc, des pistes qui nous permettent peut-être d'aller essayer augmenter l'efficacité de ces immunothérapies dans des spécificités du système immunitaire des sujets âgés. Est-ce qu'il y a plus de toxicité chez les personnes âgées par rapport aux personnes jeunes? Clairement, on a peu de choses, encore une fois, qui nous le disent de manière vraiment robuste, mais dans cette étude, qui est une revue qui reprend en méta-analyse des tumeurs du mélanome, du cancer du poumon et cancer du rein, eh bien, vous voyez en haut à droite que tout confondu, on n'a pas vraiment des hazard ratios très clairs qui disent qu'on a une différence pour les sujets âgés versus les sujets jeunes. Quand on regarde dans la sous-population 65-74 ans et plus de 75 ans en haut à droite, vous voyez que les intervalles de confiance sont très larges. Donc, à mon sens, on ne peut pas conclure sur vraiment une différence de toxicité. Donc là, est-ce qu'on se rassure? En tout cas, en clinique, on ne voit pas vraiment de différence, mais on ne peut pas complètement le dire de manière robuste, mais en tout cas, pas de fort signal. Est-ce qu'en revanche, il y a un lien entre effets indésirables liés à l'immunothérapie, donc avec parfois on a recours à des corticoïdes pour diminuer en fait ces effets indésirables, et efficacité des immunothérapies? Eh bien, je suis désolé parce que c'est un petit peu flou, mais on voit sur 2 méta-analyses, je n'en cite qu'une des 2 sur cette diapositive,
qu'en termes de survie sans progression et en termes de survie globale, les patients qui ont des effets indésirables liés à l'immunothérapie, en particulier des effets cutanés ou des effets endocrines, type dysthyroïdie ou diabète, induits par l'immunothérapie, parfois des hypophysites qui sont beaucoup plus graves, eh bien, ont tendance à moins progresser et à vivre plus longtemps que ceux qui n'ont pas ces effets indésirables liés aux immunothérapies. On le voit plus dans le poumon non acquis de cellules et dans le mélanome. Encore une fois, hétérogénéité des études, certaines études étaient rétrospectives, mais voilà, on a un signal qui nous dit qu'il y a peut-être un lien. Est-ce qu'il y a une spécificité par rapport aux personnes âgées? Là encore, des interrogations. Je n'ai pas de réponse très claire par rapport à cela, mais encore des pistes à essayer de creuser, peut-être spécifiquement pour les personnes âgées. Un des points de vigilance, en revanche, pour les personnes âgées, et que l'on voit en clinique, même si l'immunothérapie n'est pas pourvoyeuse d'interactions médicamenteuses, cette étude nous rappelle que eh bien, vous avez un patient qui vient pour une immunothérapie, ça devient un peu le traitement index pour pouvoir être vigilant sur le reste. Et vous voyez que chez ces patients, 70 patients âgés, il y en avait quand même plus de quasiment les 3/4 qui étaient polymédiqués avec 6 traitements différents, qu'il y avait des interactions médicamenteuses entre les différents traitements autres que l'immunothérapie, qu'en utilisant la méthode Start-Stop qui nous permet de voir le pourcentage de prescriptions inappropriées ou de prescriptions omises, c'est-à-dire des prescriptions qu'on devrait faire chez cette personne âgée dans un contexte, je ne sais pas moi, par exemple des agents antirésorptifs osseux chez un patient ostéoporotique, eh bien, on voit qu'il y en a quasiment un patient sur deux pour lequel les traitements inappropriés n'ont pas été arrêtés, et quasiment 7 patients sur 10 qui ont eu en fait des prescriptions qui n'ont pas été démarrées alors qu'elles devaient être faites chez ces patients. En revanche, et là l'immunothérapie peut être impliquée directement, il y a une augmentation du risque d'insuffisance rénale, donc se méfier peut-être chez ces patients âgés des fonctions rénales particulièrement. Alors, la place du microbiome dans l'immunosénescence. L'immunosénescence, je vous le rappelle, c'est donc l'involution thymique, c'est des troubles endocriniens et donc avec également des modifications qui peuvent avoir lieu, qui vont aboutir à une inflammation chronique, ce qu'on appelle l'inflammaging, dans le corps du patient et qui peut entraîner une altération de l'état général, une sarcopénie. Donc, cette immunosénescence peut être vraiment quelque chose à contrôler en termes d'efficacité vaccinale, mais également en termes d'état général, notamment donc de prévention de la sarcopénie. Et le microbiome a sa place également, puisque finalement le microbiome des personnes âgées, la flore intestinale, on pourrait dire, est modifié par notamment des antibiothérapies multiples. Et puis l'âge aussi modifie le microbiome, la répartition qualitative, quantitative de ces bactéries qui composent en fait notre tube digestif. Et lorsqu'il y a une dysbiose, c'est-à-dire une perturbation du microbiome, eh bien, ça peut malheureusement nourrir le cercle vicieux de l'immunosénescence. Et donc, corriger cette dysbiose sur la partie droite de la diapositive permet de restaurer en fait un peu un cercle vertueux qui va combattre l'immunosénescence. Donc, le microbiome a vraiment une place centrale dans la gestion du système immunitaire du sujet âgé. Et on le voit par rapport aux immunothérapies, eh bien, on va commencer plutôt par la partie droite de la diapositive. Il faut voir que les patients, en fait, dans cette étude, montraient que ceux qui avaient une composition particulière bleue, donc de microbiome, vivaient plus longtemps sous immunothérapie que ceux qui avaient une composition qui sont le waterfall avec la partie plot grise en bas, à droite de la diapositive, qui vivaient moins de 12 mois quand ils étaient sous immunothérapie. Donc, on avait déjà un message qui était microbiome différent, et bien pas les mêmes résultats sous immunothérapie. Et on le voit sur la partie gauche, un microbiome qui est pauvre, qui est peu diversifié, avec une certaine répartition qualitative un peu spécifique de certains types tumoraux, eh bien, va entraîner plutôt des résistances aux immunothérapies. En revanche, la partie verte, un microbiome plus diversifié qualitativement, avec d'autres types également de bactéries, eh bien, va plutôt entraîner une sensibilité aux immunothérapies, avec des possibilités de modifier ces dysbioses, d'arriver vers un microbiome qui soit plus favorable, notamment avec des probiotiques, mais également avec la transplantation fécale. Et cette transplantation fécale, une très belle étude publiée dans Science, montre que chez des patients qui étaient progressifs sous immunothérapie atteints d'un mélanome métastatique au nombre de 16, eh bien, vous transplantiez en fait un microbiome de patients répondeurs aux immunothérapies à des patients qui étaient progressifs, eh bien, vous permettiez de rétablir une sensibilité aux immunothérapies pour une bonne partie de ces patients, ce qui est une vraie preuve du concept et qui mérite d'être creusé pour nos dysbioses chez nos patients âgés. Donc, de belles pistes.
Au-delà de l'efficacité, quand je discute, puisque j'ai une sensibilité conjugale à la gériatrie avec ma femme qui est gériatre, au-delà de l'efficacité, ce que les gériatres vont chercher, c'est bien sûr le lien entre toxicité et qualité de vie, mais surtout, lorsqu'on fait des études avec des échelles de toxicité, eux, ce qui intéresse les gériatres, c'est le retentissement sur l'autonomie du patient. Et même l'impact de la lourdeur logistique de tel ou tel traitement, les immunothérapies. Eh bien, convoquer un patient tous les 15 jours pour une immunothérapie en hôpital de jour, ce n'est pas anodin. Et donc là, on a également à travailler sur ces spécificités plus pragmatiques et peut-être que l'avenir des immunothérapies en sous-cutané nous aidera là-dessus, mais vraiment penser à cet impact sur l'autonomie du patient. On parle aussi des CAR-T-cells. Les CAR-T-cells, eh bien, en fait, c'est une immunothérapie active. On va modifier des lymphocytes T génétiquement qu'on va prélever du patient et on va faire en sorte qu'ils soient, sur la partie gauche, donc, permettent de booster en fait la réponse lymphocytaire T cytotoxique qu'on va réinjecter chez un patient immunodéprimé pour qu'il puisse, par une chimiothérapie, pour qu'il puisse les accepter. Et ça va permettre de booster la réponse T cytotoxique, comme l'a un petit peu abordé Victor. En haut à droite de cette diapositive, vous voyez un cas, en fait, un case report d'une dame de 73 ans qui avait une leucémie aiguë lymphoblastique T. Eh bien, cette patiente a eu des CAR-T-cells et ça lui a permis d'avoir une induction de sa réponse T et derrière d'avoir une maladie résiduelle non détectable. Par ailleurs, chez des patients qui avaient un lymphome B réfractaire, eh bien, on voit dans cette étude qui avait utilisé des CAR-T-cells que finalement, même si l'étude n'était pas calibrée pour ça, les patients de plus de 65 ans avaient des meilleurs taux de réponse objective et une survie sans progression de 13,2 mois versus 5,6 mois chez les patients de moins de 65 ans. Donc moi, je ne suis pas hématologue, mais même en tant que non-hématologue, ça me parle. Je me dis, les CAR-T-cells, il ne faut vraiment pas les mettre à la poubelle pour nos patients âgés qui sont éligibles. En termes de métabolique, de diététique, la voie du tryptophane kynurénine est quelque chose qui nous intéresse, nous, en termes d'immunothérapie. On sait que l'IDO1 est en fait une enzyme qui convertit le tryptophane en kynurénine et le fait de l'inhiber peut permettre d'augmenter le tryptophane et de restaurer en fait des sensibilités aux immunothérapies. Mais par ailleurs également, eh bien, le fait de l'activer, ça permet aussi d'avoir une meilleure protection, donc de convertir plus le tryptophane en kynurénine. Ça permet d'avoir une neuroprotection, une prévention de la dépression et également des effets anti-inflammatoires. Et donc là, il y a des données un petit peu controversées où il va falloir savoir chez quel patient qui a un cancer, il faut peut-être inhiber cet IDO1 et chez quel patient il faut peut-être le garder. Vous voyez qu'en tout cas, c'est influencé par l'exercice et également par des probiotiques, voire des acides gras pour l'activation de cette IDO. Lien entre activité physique et système immunitaire, eh bien, on voit que ça s'oppose. Les patients qui sont sédentaires vont avoir plutôt une immunité innée qui va être plutôt dans le sens de l'immunosénescence. Pareil pour l'immunité adaptative. Et malheureusement, on va augmenter également cette inflammation chronique qui participe à l'immunosénescence, l'inflammaging. En revanche, une activité physique va en revanche inverser ça avec restaurer un cercle vertueux qui va combattre cette immunosénescence et diminuer notamment l'inflammaging. Là où il y aura probablement à travailler, c'est sur cette conversion notamment des macrophages de type 1 en type 2. Les types 2 sont tolérogènes. Nous, on n'aime pas trop les macrophages tolérogènes en immunothérapie. On préfère quand ils sont répressifs, mais en même temps, ça permet de diminuer aussi l'inflammaging. Donc là aussi, il faudra creuser chez ces patients-là, chez qui on va proposer quand même d'avoir un petit peu des macrophages de type 1. En conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que finalement, dans les spécificités du sujet âgé, l'efficacité et la toxicité est comparable. On n'a pas en tout cas de grosses données robustes qui nous disent qu'il y a des grosses différences significatives entre sujet âgé et sujet jeune en termes d'efficacité et toxicité des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire. Il y a des potentialisations à essayer de travailler. L'activité physique est importante pour combattre contre l'immunosénescence. La place du microbiome est absolument incontournable, avec une vigilance aussi sur les problématiques du sujet âgé, comme je vous l'ai montré, autour de ces polymédications, autour de l'immunothérapie. Et ne pas oublier que les CAR-T-cells sont faisables aussi, comme dans cette étude d'Amblood en sous-groupe, où on voit qu'on est plutôt rassuré sur le fait que ça peut vraiment bien marcher. Les gros points d'interrogation, c'est l'impact en fait de l'efficacité, de la toxicité surtout, de ces traitements sur la qualité de vie et sur l'autonomie de ces patients, sur le maintien de l'autonomie, qui est vraiment quelque chose de clé chez nos amis gériatres.
Et on n'a pas parlé de la Covid, mais on peut aussi se poser des questions sur cette immunosénescence. On sait, immunosénescence plus vaccination, attention, on en a parlé, peut-être qu'il faut avoir plus d'adjuvants, peut-être qu'il faut avoir des troisièmes doses chez les patients âgés, enfin en tout cas avoir des réflexions spécifiques aux patients âgés, mais alors encore plus chez les patients qui ont cancer, qui sont âgés avec une immunosénescence et pour lesquels on se pose la question de la prévention d'une infection par Covid. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup pour ces 2 présentations très claires. Je pense que tout le monde a pu apprécier. Tous les 2, vous avez donné un message assez positif, c'est dire que il y a une altération du système immunitaire, il y a un certain nombre d'éléments qui sont différents chez les sujets âgés, mais vous avez tous les 2 dit qu'on pouvait intervenir avec des adjuvants pour remonter les populations qui sont réduites fonctionnellement, avec l'activité physique ou le microbiote. Est-ce que vous pouvez commenter un peu plus là-dessus? Je trouve que c'est un message très positif, intéressant, alors qu'en oncogériatrie, les premières approches, c'est on va changer les médicaments pour s'adapter, on va essayer de réduire le risque, on va essayer de s'adapter au mieux pour s'adapter à la situation, pas de restaurer la situation telle qu'elle devrait être chez un patient plus jeune. Alors, c'est de la théorie ou c'est de la pratique? Peut-être Victor, pour commencer. Les deux, je pense qu'on voit, parce que tu parles d'intervention, mais je pense qu'on voit même que pour certaines immunothérapies, les inhibiteurs d'immune checkpoint, a priori, ça marche très bien et sans qu'il y ait besoin de faire quoi que ce soit en plus. Et pour là où ça pourrait moins bien marcher, clairement, je pense qu'il y a un espace pour travailler, pour améliorer les choses, clairement. Soit en effet en ciblant directement l'immunité, ou soit par en effet des approches, on va dire, plus holistiques, plus indirectes pour essayer de renforcer l'état de la personne de manière générale. Je suis entièrement d'accord. Alors c'est vrai qu'on n'est pas convaincu par les différences en termes d'efficacité et toxicité, et tant mieux, on est rassuré. Mais on se dit qu'avec de telles pistes de modification du système immunitaire, on a envie d'augmenter, en fait, d'élargir le champ d'efficacité de ces immunothérapies chez ces personnes âgées, parce que c'est vrai qu'elles sont quand même bien tolérées, surtout lorsqu'elles sont utilisées en monothérapie. En combinaison, c'est parfois plus compliqué. C'est-à-dire quand on combine un anti-PD-1, PD-L1 avec un anti-CTLA4, ça se fait dans le mélanome, dans le cancer du rein, dans le cancer du poumon, eh bien, on sait que les effets indésirables sont plus fréquents, ils sont plus précoces, ils sont plus intenses. Mais au-delà de ça, on a quand même des grosses pistes où, bien sûr, c'est peut-être aussi efficace, mais peut-être qu'on peut même augmenter l'efficacité en corrigeant des dysbioses, par exemple, puisqu'on sait quand même que le sujet âgé est vraiment la personne clé de la dysbiose dans le microbiome, qu'il a souvent été, il y a des inflammations chroniques, et il y a également des antibiothérapies qui ont été données de manière vraiment successive, qui ont pu vraiment être responsables de fortes dysbioses. Et on voit dans cette étude publiée dans Science que c'est peut-être pas si un cas particulier de ça. Il faudra quand même penser à travailler probablement plus sur le microbiome, notamment pour augmenter le champ de patients qui pourraient être répondeurs aux immunothérapies. Parce qu'on parle du microbiome, justement, là, une question de l'auditoire. Le rôle du microbiome qui a été mentionné dans le contexte de l'immunothérapie se réfère-t-il uniquement à l'effet à distance de la flore intestinale ou également aux bactéries commensales de chaque tissu-organe, tel que le vessie ou le poumon? La flore commensale varie-t-elle avec l'âge? C'est un peu à vous deux, ça. Qui répond en premier? Alors, le biologiste. Le biologiste, je pense que là, on parle surtout de la flore dans les études intestinales, c'est ça. Ouais. Voilà. Après, en effet, ce serait très intéressant d'étudier d'autres types de microbiomes, mais dans ce qui est extraordinaire, c'est de voir comment la flore intestinale elle-même peut complètement nous modifier notre biologie, notre système immunitaire, et avoir un effet clair sur les immunothérapies. Oui, les éléments de la littérature qu'on a sont, quand on regarde vraiment la littérature anglo-saxonne, c'est le gut macrobiota, donc c'est vraiment la flore intestinale sur laquelle on a le plus d'éléments. Et la dysbiose, on l'étudie sur la flore intestinale. Et la flore commensale varie-t-elle avec l'âge? On a des éléments là-dessus ou pas encore? Ça, je suis pas au courant. Je connais, peut-être. En termes sur le tube digestif, en fait. Oui, est-ce que la flore commensale entre un sujet jeune et un sujet âgé est différente? Alors oui, elle varie, elle se modifie. Oui, elle se modifie. Oui, elle n'est pas la même entre le bébé et l'enfant et un âge plus adulte. Et après, elle va être modifiée
par le biais de l'immunosénescence et également par le biais de facteurs environnementaux. Le régime alimentaire peut modifier en fait un microbiome. Et également, je le redis, les antibiothérapies modifient très fortement les microbiomes et on a même des données de la littérature précises où on compare des patients qui ont été sous antibiotiques versus ceux qui n'ont pas eu d'antibiotiques et on voit que le microbiome est changé et parfois peut être plus résistant aux immunothérapies chez les patients qui ont eu des antibiotiques. Ouais. Et ce que tu dis, c'est le papier de Sayam, ça c'est que la greffe, dans le sens greffe de microbiome, est quelque chose qui peut être efficace pour restaurer la sensibilité à une immunothérapie, sachant que là, ils sont limités à cette question-là, quoi. Alors, réponse à l'immunothérapie. La transplantation fécale est quelque chose qui est maintenant bien connu dans les maladies immunitaires de type colite inflammatoire. On l'utilise, d'ailleurs l'idée vient aussi de la gestion en fait, des toxicités aux immunothérapies, puisque la colite fait partie en fait, des toxicités colite inflammatoires liées aux immunothérapies, qui est une des plus fréquentes, et des gastro-entérologues sont allés jusqu'à faire des transplantations fécales pour pouvoir contrôler en fait, ces colites liées aux immunothérapies. Et puis après, ils se sont dit, mais peut-être que ça peut aussi jouer sur l'efficacité. Et donc, on s'est aperçu que cette même transplantation fécale, mais cette fois-ci utilisée en effet issue de répondeurs aux immunothérapies qui vont être donnés à des résistants, eh bien, on a quand même 30% des patients qui ont des réponses et 50% qui ont une maladie stable. C'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Non, c'est un nouveau champ d'investigation qui s'est ouvert il y a quelques années et on s'aperçoit que nos milliards de bactéries font partie intégrante de nous. Et chaque changement. C'est ça qu'on a appris à les haïr avec le Covid, là, à se passer les mains au gel hydroalcoolique et autres. Elles ont aussi leur rôle. Non, mais je ne dis pas qu'on avait tort. Non, là, c'est pour les virus, là, non, mais c'est ces bactéries. Non. Mais ce n'est pas que pour le cancer ou les réponses immunothérapies. On voit que pour tout type de comorbidité, franchement, le microbiome, la dysbiose va avoir un impact énorme. Et en effet, avec le vieillissement, ces changements sont à considérer. Et c'est vrai qu'en tant que clinicien, on attend en effet aussi sur les deux grandes pistes de l'augmentation de l'expansion clonale et de voir un peu si on peut augmenter aussi en termes de vaccination antitumorale. C'est vrai que c'est des pistes qui sont extrêmement intéressantes, mais pour l'instant, on ne voit pas encore, nous, les cliniciens, de données d'essais cliniques probantes là-dessus. Je ne sais pas si on a des choses qui vont arriver dans pas longtemps, on l'espère, parce que c'est vrai que ce sont des grandes pistes spécifiques aux personnes âgées. Mais les vaccins ARN, ils étaient conçus pour le cancer à l'origine, non? Potentiel, oui, exactement. BioNTech, c'est pour le cancer. Mais tu penses qu'il peut y avoir une moindre efficacité chez les sujets âgés, par contre, des vaccins? Au moins en théorie. Alors, en fait, il y a un papier qui... Alors, l'efficacité, tu parles pour le Covid Non, je parle pour globalement antitumorale, mais je pense en effet que l'induction de réponse immunitaire, T et B, sera moins bonne chez la personne âgée. Si on cible en effet à induire des réponses contre des néo-antigènes, puisque donc, le néo-antigène, donc, ça veut dire aller chercher dans les cellules naïves, dans un répertoire plus restreint chez la personne âgée, et moins efficace, les cellules qui pourront faire ça. Donc, en effet, à mon avis, ce sera moins efficace. Après, en effet, en utilisant différents adjuvants potentiels, on pourrait améliorer les choses. Mais il reste à les identifier, puisque ce que tu montrais n'était pas efficace. Oui, ça c'était juste un exemple, on va dire, mais en effet, il reste à les identifier. Mais dans le cadre, par exemple, de la vaccination contre VZV, on sort du cadre tumoral, mais donc il y a un nouveau vaccin qui est sorti avec l'année, qui a, je crois, 99% d'efficacité chez la personne âgée. Et donc, il y a tout un champ d'investigation pour essayer de comprendre comment le vaccin avec son adjuvant induit des réponses si efficaces. Après, il se peut que ce soit efficace seulement dans le contexte de VZV et qu'il va falloir adapter le vaccin, l'adjuvant à d'autres pathogènes. Mais clairement, il y a des grandes pistes. Parce que l'immunothérapie adoptive pourrait également être impactée, même si cliniquement, les résultats cliniques ne vont pas forcément dans ce sens. En tout cas, on ne va pas écarter les carticelles pour les patients âgés. En tout cas. Il ne faut
clairement pas les écarter. Bah non, là, dans l'analyse en sous-groupe, on est quand même impressionné. Hein. Ça Voilà. fait un blood, hein, l'analyse en sous-groupe. Oui, Hein, tout à fait. Donc, c'était frappant quand même. Ça peut être tout à fait efficace, même si en théorie, on pourrait avoir des inquiétudes. Alors, en théorie, c'est ça, il faut s'en inquiéter, il faut suivre ça de près, mais bon, c'est possible que lorsqu'on on purifie, on expand les cellules, dans l'expansion de des cellules, ce soit en fait ces cellules qui sont peu différenciées, qui sont celles qu'on retrouve malgré tout en plus petit nombre, mais qu'on retrouve chez les patients. Ah oui, qui vont s'expandre. Qui vont s'expandre. Et donc, finalement, voilà, exactement. D'accord. Ah oui, et ça c'est intéressant. Okay. Et alors, le clinicien, le chercheur, qu'est-ce que le chercheur a à dire au clinicien qu'attends-tu pour me donner une grande série de patients avec des échantillons. C'est ça, des échantillons. Est-ce que tu as des attentes particulières vis-à-vis des cliniciens? Clairement, on est très, très ouvert, on a très envie d'aller plus étudier ça, ces mécanismes en détail, et en particulier vulnérabilité, parce que la vulnérabilité de la personne âgée pour le cancer est claire. Donc, parce que je vais montrer qu'in vitro, on pouvait avoir on a des pistes qui nous disent que l'immunosurveillance va être diminuée, mais est-ce que c'est vraiment associé ou un facteur associé à la prévalence, de cancer, à la vulnérabilité? C'est pas sûr, donc il nous faut investiguer ça plus en détail. Et les immunothérapies, bien sûr, dans une deuxième étape, mieux comprendre. Mais en fait, pour le moment, on s'aperçoit que, a priori, au moins pour les inhibiteurs, on est plutôt rassuré. C'est bien, il faut y aller. Mais tu introduis une deuxième notion, c'est la vulnérabilité pour avoir un cancer, versus vulnérabilité vis-à-vis des traitements du cancer, qui est celle qui nous concerne peut-être plus directement nous. Vulnérabilité pour le cancer est aussi une question qui n'est pas résolue en fait. C'est ça. D'accord. Qui reste un sujet, parce qu'on a une augmentation avec l'âge, mais il y a tellement de choses qui varient avec l'âge, d'autres facteurs autres que la seule immunité, qu'il peut se passer beaucoup de choses. C'est sûr. D'accord. Et le clinicien, lui, il a quand même beaucoup de questions biologistes. En fait, tu as fait une présentation d'un clinicien qui était quand même très ouverte à la biologie. Oui, alors moi j'aime bien en fait déjà le clinicien, il a envie d'avoir un biologiste à côté parce que pour juste lui dire au secours, je ne comprends pas la figure, je ne comprends pas le concept, c'est trop intelligent pour moi, j'ai mal à la tête. Mais c'est surtout aussi en effet avoir des données de concepts précliniques qui soient vérifiées sur des modèles vivants. En plus, avec de l'immunothérapie, ce n'est pas évident de travailler d'immunothérapie sur des modèles précliniques parce qu'on ne peut pas utiliser des souris Newt, par exemple, parce qu'on va avoir du mal à pouvoir étudier le système immunitaire d'une souris qui n'a pas de système immunitaire. Et donc, ce sont des choses sur lesquelles il faut évidemment travailler avec les biologistes qui vont investir beaucoup dans l'in vitro, mais aussi dans l'in vivo, et qui est compliqué pour le système immunitaire. Et donc avoir des pistes, des concepts, avec en plus des explications de mécanistiques qui nous permettent peut-être aussi de dire que ce n'est pas une simple association et qu'on peut se lancer parce que c'est un rationnel robuste. Donc vraiment travailler sur des rationnels robustes qui nous permettent d'aller dans des failles du système immunitaire de la personne âgée, notamment on parlait des adjuvants dans les vaccins antitumoraux. Alors, je pense qu'il y a en effet, c'est lui qui pense surtout qu'il y a un boulevard, je pense, pour le développer. Ce sont des pistes vraiment extrêmement importantes. Moi, je pense que c'est un vrai spécifique du sujet. Un vrai sujet. Je pense que plus on aura de collaboration entre les cliniciens et les biologistes, mieux ce sera. Pour que les biologistes essaient de comprendre les observations des cliniciens et réciproquement, je pense qu'on a vraiment besoin de ça, parce que les biologistes bossent sur des modèles qui ne sont généralement pas humains. Et donc, forcément, qu'on ait une extrapolation un peu plus difficile par rapport à la situation clinique. Et je pense que l'échange entre les deux est la bonne façon d'avancer. En tout cas, on est arrivé au bout de notre temps, c'est toujours trop court. Merci beaucoup à vous deux pour vos présentations. Vous savez que ce sera rediffusé et donc disponible en replay sur le site d'ici quelques jours. Donc, je vous invite à aller voir, à réécouter les présentations. Je pense que moi, je vais y retourner quand même. Il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé et que j'ai envie de connaître par cœur. Et j'espère que vous avez apprécié ce moment-là. Je termine en remerciant
le laboratoire BMS qui nous a permis d'organiser cette session. Et je rappelle que les industriels nous apportent eux aussi des solutions et transforment en bénéfices pour les patients les hypothèses biologiques et les observations des cliniciens. Donc merci beaucoup et à très bientôt pour le prochain regard croisé.